Bonjour, nous sommes le... Voilà, j'ajuste ma casquette. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, où on en est aujourd'hui? Samedi 26 avril. Bah oui, une journée encore bien remplie. D'autant que on a eu un climat très agréable aujourd'hui, une météo très sympathique, avec passage nuageux, mais beaucoup d'éclaircies, un beau ciel dégagé, enfin pas dégagé, mais habité par des nuages qui sont naturels, c'est toujours beau. Et également une température douce. Donc tout va bien de ce côté-là. Et puis sinon, on continue. Alors aujourd'hui, c'était l'enterrement du pape. Et il y avait des festivités, des personnages et des personnalités qui étaient présents à cette cérémonie. C'est marrant parce que il y en a qui aiment, parce qu'il y a une forme de démonstration de force de quelque chose qu'on a l'impression, quelque chose qui est comme mort. Donc cette démonstration, c'est très impressionnant, ces cardinaux, cette multitude de fidèles, de prêtres qui étaient sur la place Saint-Pierre. J'ai vu quelques images, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est comme une force, on ne peut pas nier le contraire. Mais je n'ai pas suivi ces cérémonies, j'ai perdu le... Il y a quelque chose qui me dérange dans tout ça, parce que c'est comme un faux semblant. Et j'aime pas quand c'est faux, en fait, quand c'est trompeur. Et cette démonstration, cette cérémonie, il y a quelque chose de très trompeur dans ce qu'on voit. Et c'est assez beau, hein, je dis pas, il y a des gens qui aiment, et je comprends. Je critique pas, mais mécaniquement, j'ai évité de regarder, ça me dérange. Et c'est pas parce que c'est une démonstration de richesse, c'est pas moral. C'est pas une histoire de démonstration de richesse ou je ne sais quoi. Non, il y a quelque chose qui me dérange, peut-être parce que j'ai plus le goût à ça, j'ai perdu le goût. Et peut-être parce que les personnalités présentes font semblant, toutes semblant. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette assemblée qui sont du côté du mal. Et ça me débecte de voir que ces gens-là se déplacent et sont là parce que je sais que ce sont des instruments de ce qu'on appelle le mal, quoi. Et ils sont là, ils participent à ça. Et j'aime pas. Il faudrait qu'il y ait un minimum de cohérence quand même à un moment donné. Je vois pas pourquoi des gens qui détruisent toute notre civilisation sont les artisans destructeurs, profanateurs, se présentent là. C'est indécent, c'est profanatoire, et j'aime pas assister à cette hypocrisie là en tous les cas. Donc je préfère pas regarder. Et puis ce pape, pour moi, c'est pas un pape du tout sympathique. Même il a été très très néfaste pour cette période qu'on a pendant son pontificat, très néfaste. Il a fait beaucoup de mal. Il a fait de mal à la tradition, il a fait du mal à l'identité chrétienne aussi, il a fait du mal, en fait il a ignoré totalement les chrétiens en plus qui souffrent le martyre. Et je sais pas, il a, comme tous ces gauchistes chez nous, c'est l'amour de l'autre, c'est l'amour de l'ennemi, c'est la culpabilisation, c'est tout ce que je déteste, mais que je hais à un point que vous pouvez pas vous imaginer. Alors ce pape, franchement, pour moi c'était même pas un pape, c'est rien quoi, c'est un jésuite, c'est un type
un type tordu. Vraiment, j'ai pas du tout aimé ce pontificat. Et de toute façon, ça correspond à mon éloignement de l'Église. Je m'en suis bien écarté à cause de tous ces prêtres, ces évêques, dont tous tous ceux que j'ai connus, ils valent rien, quoi. Ils valent rien. C'est radical ce que je vous dis, mais je vois pas. Alors, je dis oui, il y a le pape africain, là, Roger, je crois que c'est Robert, Sarah, prénom, je sais plus. Mais, et t'as un gars qui tient encore la route et qui a bien compris. Il y en a encore peut-être quelques-uns comme ça, des clercs qui voient les choses. Mais la France, l'épiscopat français, les prêtres français, ils sont tous terribles, quoi. Ils ont été sélectionnés, c'est comme les magistrats. Comme j'ai fait mon séminaire, j'ai bien vu, ils ont piégé, en fait, les gens qui étaient intéressants, cultivés, qui avaient une certaine hauteur d'âme, qui avaient un certain amour de la tradition. Ils ont été éliminés d'office. Donc il reste que les clébards, et les clébards, ça lèche le cul du système. Et dans l'Église, il n'y a plus que des clébards. Tous ceux qui avaient une dimension, avaient une qualité profonde, ils ont été exclus. Ils ont tous été exclus. Il y avait la chasse aux sorcières dans l'Église. Donc il n'y a plus que des gauchistes dans l'Église, que des gauchistes ou des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de conviction, c'est des fonctionnaires, quoi. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. Ils sont rentrés là-dedans, bon, voilà. Ou alors certains, parce qu'ils étaient homos, et ils appartiennent à la bourgeoisie, ils ne voulaient pas que leur homosexualité soit assumée, donc ils se sont cachés dans l'Église. Beaucoup se sont cachés dans l'Église avec l'homosexualité, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'homosexuels parmi les religieux et les prêtres. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, cette église, ça donne encore, alors quand je vois ces cérémonies, ça donne l'impression, mais je sais, moi, que ce n'est qu'une impression, ça donne le vêtement, l'allure, le reste de cette cérémonie, assez majestueuse, laisserait croire aux gens qu'il y a encore un espoir, mais au fond, non, je pense pas du tout. Mais enfin, on ne sait jamais, je me dis, vous savez, il y a des retours des fois il y a des retours de situation. On peut pas présager de l'avenir, on peut pas. Ça je sais, j'ai compris. Donc voilà un peu comment à l'instant T je réagis, mais si ça se trouve, il va y avoir un pape qui va faire tout le contraire de ce que celui-ci a fait. Donc ça remontera un peu dans mon estime du coup, parce que évidemment que l'Église a un rôle politique également, bien entendu. Et là, le rôle politique du pape François, là, ça a été une catastrophe. D'ailleurs, De Villiers l'a bien démontré, l'a bien fait voir. Donc voilà un peu aujourd'hui ce qui a. Je pense que beaucoup ont regardé les chaînes d'infos en continu, beaucoup attachés à la tradition, attachés à une certaine dimension spirituelle et aussi un certain décorum, à la manifestation de ce qu'on pourrait dire une démonstration d'une cérémonie, d'un rituel occidental, et dans toute sa puissance, sa majesté. Évidemment, ça impressionne, ça crée également une forme ça tétanise un peu les gens, parce qu'ils se disent, soit ça existe encore, ça, il y a encore ça. Moi, je suis pas contre, mais compte tenu de ce que je connais de l'Église et de ce que je sais que c'est pas en adéquation avec ce qu'elle est. Donc je sais qu'au fond d'eux-mêmes, tous ces prêtres et tous ces religieux, ils rejettent ce décorum, ils le subissent. Et je sais qu'il n'y a pas une adhésion à ça. Au contraire, plus c'est moche, plus ils sont heureux. La preuve, regardez toutes les liturgies, elles sont horribles. Regardez les vêtements liturgiques, regardez à Notre-Dame, comment ça a été fait, c'était horrible. Bon, à Rome, on n'en est pas là, mais il y a des gens qui aimeraient tout casser. Hein. Il y en a qui aimeraient. Le pape faisait partie de ces gens qui aimeraient tout casser, toute la liturgie. S'il pouvait
se mettre à quatre pattes derrière et puis faire n'importe quoi, il le ferait. Hein. Ah oui, c'est vraiment, vraiment, on n'a pas été gâtés de ce côté-là. Et donc, il y avait, si vous voulez, là, il y a eu beaucoup la volonté, parmi ces faux prêtres et ces faux évêques et ces faux papes, il y a eu la volonté d'absolument désacraliser le rituel. Et au nom d'une simplicité, ils ont désacralisé. Ils n'ont rien compris. Ils ont absolument rien compris. Ou alors ils l'ont compris, mais ils sont vraiment du côté du mal et ils veulent détruire. Ils sont vraiment infiltrés par des sectes satanistes dans l'église et ils veulent détruire. Pourquoi pas, hein? C'est possible. Hein? Tout est possible. Il y a un peu de ça dans l'église. Il y a Satan qui est dans l'église. Et donc, le mal est vraiment dedans. Donc, il vaut mieux s'en tenir éloigné pour pas être corrompu par cet esprit absolument pervers. Il y a un côté pervers dans l'église qu'il faut bien identifier et s'en écarter. Sinon, voilà, on va continuer notre chemin. J'ai dit ce que j'avais à dire et je continuerai. Il y a des choses comme ça sur lesquelles je reviens parce que il est temps de rétablir les choses. Il faut sans arrêt dire, témoigner, révéler un peu les arcanes des systèmes quand on a été dedans, quand on a été comme moi plongé dedans et qu'on a vu à quel point la maison église était corrompue et pourrie jusqu'à la racine. D'ailleurs le pape François, c'est ça, hein, c'est le résultat de cette corruption, de cette pourriture, de cette décadence, quoi. Et oui. Alors, on verra, on laisse faire, on sait jamais. On verra qui c'est qui sera le nouveau pape. Je présage de rien, je suis incapable de prévoir. J'ai pas de don de voyance. Et non plus de prophète. J'aime me laisser surprendre. C'est intéressant. Pour ça, en fait, j'ai un rapport à l'avenir, au temps, qui laisse... Je veux pas me laisser conditionner par une perspective quelle qu'elle soit. Je me méfie de mes propres convictions, de mes propres projections. J'essaie d'anticiper, c'est vrai, j'essaie, mais je sais qu'on ne peut pas anticiper réellement. En tout cas, oui, il y a une manière peut-être d'anticiper qui serait une forme de disposition, de souplesse, d'adaptation. C'est ça l'anticipation. Mais c'est surtout pas avoir un scénario préétabli et se conditionner dedans. C'est tout le problème des prophéties et de l'avenir que l'on prédit. À partir du moment où vous dites l'avenir à quelqu'un, vous le conditionnez. Vous lui enlevez sa liberté. C'est à mon avis assez dangereux. Il vaut mieux être ignorant. Il vaut mieux pas savoir. Pourquoi? Parce qu'on se laisse, parce qu'il y a le passé n'est pas, l'avenir n'est pas déterminé. Ça, j'en suis sûr. Il n'y a pas de détermination. Vous n'êtes pas déterminé. Il y a toujours un moment où un miracle est possible, une surprise est possible. Mais si soi-même, on fabrique en accordant beaucoup de confiance à une hypothèse d'avenir, eh bien, on se conditionne, on rentre comme dans un tuyau et on ne peut plus changer de chemin. Et après, on dit, ah bah oui, c'est arrivé. Bah oui, c'est arrivé parce que tu t'es conditionné. Donc ça, il faut être très très prudent. Très prudent. Et donc, je pense que il faut laisser il faut accepter d'être un peu aveugle sur son avenir pour que l'impossible se fasse, pour qu'il y ait vraiment pour qu'on laisse à la providence le choix des éléments qui vont advenir. Si vous êtes conditionné déjà à l'avance sur un avenir, si vous voulez absolument qu'il y ait la guerre, l'effondrement, tout ça, ça va d'une certaine manière
vous arrivez à vous. D'une certaine manière, je dirais, pas collectivement, mais d'une certaine manière. Il faut faire très attention aux projections. Et je dis ça parce que, d'une part, j'ai fait ces erreurs-là, donc c'est toujours pareil, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et donc du coup on en tire des conséquences. Et puis j'ai vu aussi autour de moi des amis, des proches faire ce type d'erreur. Comme ils font ce type d'erreur, ben, ils font une projection de l'avenir tellement précise et déterminée qu'ils laissent plus le choix à l'avenir de changer les choses de leur vie. Ils ont décidé qu'ils seraient pauvres, ils seront pauvres. Et parce qu'ils n'ont pas laissé le libre cours, ils n'ont pas laissé une forme de liberté. Je crois que ça fonctionne comme ça. Je crois qu'on doit être prudent par rapport à toutes ces questions. C'est parce que l'homme a tendance à s'enfermer, mais il s'enferme beaucoup. L'homme, c'est sa tendance naturelle de se cloisonner, de s'enfermer dans un raisonnement, dans un schéma, de s'enfermer aussi dans un style, de s'enfermer dans un goût. Je le vois. Et en fait, on est les propres geôliers c'est nous qui sommes les geôliers de notre âme. C'est nous qui sommes les geôliers de notre vie. C'est nous qui détenons la clé. Et on s'enferme. C'est très révélateur quand on voit certaines personnes prisonnières d'un schéma. Vu de l'extérieur, c'est facile, hein, soi-même on n'est pas objectif, mais vis-à-vis des autres, on voit en général. C'est ça, comme ça qu'on apprend aussi pour nous. Ben, on s'aperçoit que la personne s'est enfermée elle-même dans son processus. Et elle s'est enfermée. Des fois, on s'enferme dans un personnage. Des fois, on s'enferme dans un rôle. On s'enferme dans... On a un pli psychologique. On s'enferme dedans. Et donc... il y a quelque chose en nous qui se raidit. Et quand ça se raidit, il y a une forme d'inertie qui découle de ce raidissement. Vous savez, c'est notre chemin dans cette dimension. Notre chemin, il est fait pour être approché avec... c'est une énigme, notre chemin. Tout était énigmatique. Et il faut prendre rien pour argent comptant. C'est-à-dire qu'on doit se remettre tous en cause. Ça commence par là déjà. Se remettre en cause nos fameuses convictions, nos certitudes, nos a priori. Et puis aussi être dans une disposition où l'inconnu a sa place. C'est-à-dire vous laissez une place à une éventualité. Et vous verrez que quand on a cette disposition-là intérieure de laisser place à une éventualité, eh bien... il y a des miracles. Il y a des miracles au sens où il nous arrive des choses qui sont inattendues, qui sont surprenantes, et parfois à la limite de
du déraisonnable, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens à nos propres yeux, bien entendu. En fonction de nos critères, tout ça. Puis on se dit, mais purée, c'est dingue ce qui m'arrive. C'est pas possible, quoi. C'est dingue. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé des choses comme ça. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vrai que quand on expérimente ça, on se dit, oui, ça marche. Ça marche. Je vais prendre un exemple. Vous avez des gens qui prétendent aimer la solitude, qui se sont retrouvés seuls par choix, par nécessité, un peu comme moi d'ailleurs. Hein. Et on creuse son trou, puis on se console en se disant, de toute façon, je suis seul, c'est bien mieux que d'être mal accompagné. Ça, c'est déjà ce qu'on se dit. Puis après, on se dit, je suis seul, mais c'est tous des cons, donc à quoi bon? On a entouré que de cons, que de gens qui sont pas intéressants, donc autant être seul. Ermite. Et donc, vous êtes un loup solitaire, et vous vous êtes un peu construit votre image progressivement comme ça. Vous l'acceptez, puis vous en faites même presque une identité. Ah ben moi je suis un ours, je suis un loup solitaire. Attention, hein, je juge personne, hein, parce que je m'inclus dedans aussi. Et donc aux yeux des autres, vous êtes un loup solitaire, donc les autres disent, bah oui, il aime être seul, il est tout seul, il se dit, bah voilà, c'est un homme qui aime être seul, ou c'est une femme qui aime être seule, on va pas trop la déranger, on va pas trop le... Puis vous-même, vous vous confortez, vous enfermez en quelque sorte là-dedans. Non pas qu'il y ait des règles, non pas qu'il faille être absolument dans la société ou soit ermite. De toute façon, il y a des phases où on est bien seul et des phases où on est bien avec plusieurs personnes. Il y a une alternance. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut laisser, je crois qu'on doit admettre que très vite on se fabrique un personnage qui correspond à un modèle qu'on a plus ou moins qu'on subit ou dans lequel on est. Et on va le construire, le sécuriser pour le justifier. Et on s'enferme d'une certaine manière. C'est des risques, ça. Et donc, du coup, vous vous apercevez qu'en réalité, vous passez peut-être là, à côté de quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être totalement exclusif et renoncer à la compagnie. Et c'est donc là, je pense qu'on doit admettre que il n'y a pas de règle. C'est très bien d'être seul, mais demain, ce sera très bien également d'être entouré de gens. Il n'y a pas de règle. On ne s'enferme pas. On laisse la porte ouverte à tous les possibles et les probables. On ne s'enferme pas. Et on ne se construit pas ce fameux personnage qui est une construction dans laquelle on s'enferme et qui nous laisse peu de liberté après. Parce qu'une fois que vous êtes prisonnier de votre personnage, par exemple le loup solitaire, bah vous dites je suis comme ça, vous devenez agressif avec les autres, vous devenez imbuvable parce que vous avez décidé d'être ce personnage. Du coup, vous vous punissez vous-même, vous vous fermez vous-même aux autres et vous brisez toutes les opportunités que vous auriez pu avoir parce que parmi toutes ces personnes que vous dénigrez, il y en a peut-être une
qui est bien et qui peut vous ouvrir une porte, et qui peut vous offrir une opportunité à laquelle vous n'avez jamais pensé, et qui peut même arriver à vous offrir à vous faire avancer sur le plan même mystique intérieur. C'est pas être enfermé dans une bibliothèque, on en a vu des rats de bibliothèque, hein, et ça donne rien. Donc, ça ne sont pas plus éveillés pour ça, ni plus humains, ni plus ce que vous voulez. Là aussi. Donc, tout cela pour vous dire que on doit se méfier de nous-mêmes, on doit prendre bien garde à ne pas s'identifier à une forme de personnage auquel on croit. On doit prendre la distance vis-à-vis de ce que nous sommes. Voilà, une sorte de distance, une forme de... Voilà, c'est comme ça pour l'instant, mais ça peut changer. Et vous verrez, tout peut changer. À tel point que le corps, évidemment, il change. La morphologie peut évoluer, changer. Elle peut être plus belle ou moins belle, plus tendue, plus crispée ou plus épanouie. Ça dépend. Et vous verrez, on a tous notre corps, il est comme une forme de projection de notre état intérieur, et ainsi que nos expressions du visage. Et c'est comme ça qu'on voit si la personne, elle se métamorphose ou pas, parce que son visage change aussi quand il y a une métamorphose. Donc on trompe personne, du coup. Il y a beaucoup d'oiseaux cette année. Ça n'arrête pas, c'est des chants, mais vous verriez le matin, ça piaille de partout. C'est bien. Regardez. Et ils chantent. Hein? Communique, hein? Il est content? Je ne le vois pas, ils sont cachés. On les entend, mais on ne les voit pas. C'est ça la particularité des oiseaux. Ils se cachent bien, hein? On les voit pas. Il y en a plein, mais on les voit pas. En tous les cas, ils sont bien heureux en ce moment. Et donc, je sais pas ce qui leur arrive, mais ça va drouille, hein? C'est comme les écureuils, il y en a en ce moment. Il y en a de partout. C'est bien, vous voyez, comme quoi on avait prévu qu'il n'y aurait plus d'oiseaux, qu'il n'y aurait plus de nature, qu'il n'y aurait plus rien. Que soi-disant, non, ici il y a des insectes, il y a des... Pour l'instant, il y a des oiseaux, il y a des écureuils, il y a de la vie, quoi. On ne peut pas dire le contraire. Vous êtes témoin. Ah, le catastrophisme, c'est envahissant. D'une certaine manière, vous voyez que je prends de plus en plus de distance avec tout ça. Il faut, parce que c'est une question de santé aussi. Hein. De santé mentale, même pas seulement physique, mais mentale. On s'attarde pas trop sur tout ce qui est néfaste, parce que il y a trop. Il y a tellement d'ailleurs d'éléments qui sont inquiétants et néfastes que d'une certaine manière, quand c'est too much, tu te dis on va pas se... Parce que sinon tu fais 10 sujets par jour, hein, d'un truc qui est catastrophique. 10 sujets par jour. Hein. Et là tu plombes tout le monde là. Tout le monde est plombé.
Et du coup, tu dis, bah, les autres qui pensent à rien, ils sont mieux. Ah oui, finalement, c'est vrai. Ceux qui n'ont pas de conscience de l'état du monde, bah, ils vont mieux, hein, parce qu'ils vivent au jour le jour comme ça, ou tout moins ils vivent comme ça, comme des oiseaux là. Ils vont en vacances, ils profitent, ouais, ils vivent comme ça, tranquille. Puis nous, bah, on se prend la tête, et puis on est malheureux. Et on change rien. Si encore, ça nous permettait de changer les choses. Mais vous voyez, on change rien du tout. C'est pas parce que on pense et qu'on déplore certaines choses que l'on les empêche. On les empêche pas, la preuve. On est totalement impuissant. Alors ça, c'est terrible, parce que quand on analyse, quand on identifie tous les points négatifs du monde, de notre société, et on est impuissant, bah, on est frustré. Ça conduit à une frustration. Alors certains veulent se raccrocher à un leader, à Filippo, à Solino. Ils ont l'impression, et je comprends, ça leur permet de compenser une forme de frustration qu'ils auraient s'ils ne faisaient rien. Ils ont besoin de faire quelque chose. Comme les petits gilets jaunes, il y en a encore, j'ai vu qu'ils vont à Paris. Ben, ils veulent la révolution, mais il n'y en a plus beaucoup, il y en a une poignée qui vient comme ça à Paris. Mais ça les aide de venir avec leurs gilets jaunes, de continuer. Parce que ils voient que tous ces gens-là ont compris qu'on est dans un régime dégueulasse, que tout est dégueulasse, qu'on a des sacrées pourritures au pouvoir, des corrompus, tout ça. Alors ils se disent, bah, nous au moins on fait quelque chose. Bon, ils vont manifester. Mais c'est ce qu'ils disent. Ceux qui vont avec Filippo disent, bah, nous au moins on se bouge le cul, on manifeste, on signe des pétitions. Alors, rien ne change, hein, rien. Ils sont toujours là, Van der Leyen, Breton, tous les voyez toujours les mêmes gueules, Macron est toujours là. Ah, mais moi je manifeste pour la paix. Ta paix, ta manifestation, elle ne sert à rien, tes pétitions ne servent à rien. Mais en militant, en signant des pétitions, tu te donnes l'impression de changer, de vouloir changer quelque chose, d'être en adéquation avec ton sentiment de révolte. Mais non. Mais non, ça donne rien. Alors, on ne peut pas se fermer les yeux, on ne peut pas faire comme les imbéciles, les idiots qui veulent rien voir ou qui ne voient rien parce qu'ils sont dans l'incapacité de voir. Alors, les imbéciles heureux, quoi. On ne peut pas être un imbécile heureux, c'est pas possible. Ça, pas non plus, on ne peut pas se forcer. On ne peut pas se forcer à être idiot, à être aveugle. Mais ce qu'on peut faire pour pas être paralysé, pour pas être stérile, pour pas être totalement, amer, vivre dans une forme d'amertume continuelle ou de frustration, ce qu'on peut faire, c'est prêter moins attention à tout ça. On sait que c'est là, on sait que ça existe, mais on ne va pas s'attarder dessus. On évite de trop s'attarder pour pas se laisser corrompre nous-mêmes par une forme de souffrance qui nourrit des entités. Et on n'a pas à souffrir, parce que si on souffre, ça nourrit. Et cette nourriture-là, j'ai pas envie de la donner. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce que je recherche actuellement à travers mes vidéos, c'est de ne pas trop insister sur maintenant les éléments qui nous plombent. Ça, j'ai fait, hein, je l'ai fait dans mes vidéos. Alors évidemment, ça fait des vues, hein, ça, c'est sûr que ça cartonne, hein, parce que les gens sont attirés vers ça. Mais t'entretiens un truc qui est pas bon. T'entretiens un truc qui est pas positif. C'est pas constructif, disons. Et moi, ce que je cherche, c'est l'efficacité. C'est trouver un moyen efficace
de changer les choses. J'ai envie, hein, que ça change vraiment. Mais je crois que trop insister sur les éléments qui déconnent et ne vivre que de ça, ça devient contre-productif. Ça nous désarme d'une certaine manière. Alors, parce qu'on ne voit plus que des choses qui nous bloquent. On ne voit plus que l'aspect l'adversaire. On est complètement manipulé par l'adversaire, qui est certes très puissant, très puissant. Mais si on veut résister, comme on dit, à tout ça, je pense qu'on doit éviter trop d'une certaine manière, parce qu'en soulignant tous ces aspects-là, et en parlant, on ne convainc personne. Ça, j'ai remarqué. Moi, mes abonnés sont convaincus parce qu'ils pensent comme moi, mais on est une minorité. La majorité, vous aurez beau dire et beau faire, la majorité ne viendra pas vous rejoindre avec des arguments. On l'a vu avec le Covid. Donc on ne va pas faire de propagande pour soi-disant éveiller les consciences, parce que ça, je pense que les consciences s'éveilleront d'eux-mêmes, mais pas à coup d'argumentation, à coup de raisonnement ou de manifestation. C'est pas ça. C'est par eux-mêmes qu'ils vont comprendre, par eux-mêmes, progressivement par eux-mêmes. Et je pense qu'on perd notre temps à essayer de convaincre. Moi, je sais que ma chaîne, c'est pas ça. Ça sert à rien pour ça. Ça n'éveille personne. Ça peut simplement moi, c'est juste une forme comment dire, de rassurer ceux qui pensent qu'ils sont seuls à penser la chose. On n'est pas seul. Bon, rien que ça déjà, c'est important. Vous voyez qu'à travers les abonnés, vous dites, bon, on est un peu tous pareils à ressentir la même chose, à penser la même chose, à quelque chose près, à constater en tous les cas tout ce qui ne va pas. Ça, on est d'accord. Bon, voilà, c'est déjà bien. Puis ensuite, on cherche les solutions pour s'aménager, en tous les cas se protéger intérieurement dans une société qui se métamorphose et dans laquelle on est en danger, et dans laquelle on est menacé, dans laquelle il faut s'armer. Et les fameuses armes, je vous dis, c'est des clés comme ça qu'on trouve progressivement, qui nous évitent de faire n'importe quoi, de nous engager dans une voie totalement perdue, sans issue. Parce qu'on peut, d'un seul coup, on peut se laisser avoir, on peut se laisser tenter par un truc. Puis après, tu perds tout, tu perds tout. Et ça donne quoi? Ça donne rien. Regardez Christophe Chalençon. Il a été loin dans son combat. Et il est devenu fou pendant un moment donné. Quand je dis il est devenu fou, oui, ça n'allait plus. Je voyais que ça n'allait plus. Ça tombait, il y avait des obsessions, il y avait des... Il s'est lui-même condamné. Et c'est pas que... Comme certains martyrs, comme certains, vous savez, comme certains... Mais qu'est-ce qu'il a apporté à la cause? Il est mort aujourd'hui, on ne parle plus de lui, et rien en fait, ça n'a rien donné. Ça n'a pas porté de fruits, ça n'a pas permis aux gens de s'éveiller, tout ça. Parce qu'il est allé dans un sens où il ne fallait peut-être pas aller. En tous les cas, pour lui, ça a été un échec puisqu'il est mort prématurément, certainement, du cancer. Et il a fait la tôle et tout ça, c'était pas nécessaire. Mais lui, pour son chemin, c'était nécessaire. Mais ça le regarde lui, et ça regarde son âme, et ça regarde son chemin à lui. Mais on n'a pas à être martyr pour être martyr. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on fera avancer la cause. C'est pas comme ça qu'on fera avancer la cause. On a assez donné comme ça. Non, il y a peut-être un moyen
d'assister la situation actuelle, d'y assister sans s'impliquer. Voilà. J'assiste et je m'implique pas. Je laisse faire et j'attends que les gens d'eux-mêmes puissent s'éveiller, comprendre et enfin y voir clair. Quand toute la population aura compris, là le changement s'opérera. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Les gens n'ont pas compris. Et donc, et nous, on a beau ramer, vous avez vu dans vos familles, vous êtes tous fâchés, vous êtes tous disputés. Vous avez réussi à convaincre? Non, rien. Non, parce que ça marche pas comme ça. Vous n'avez pas réussi à convaincre. Moi-même, j'ai même pas réussi à convaincre mes parents de ne pas se faire vacciner. Alors, pensez, hein. Non, il n'y a rien à faire. Quand on ne peut pas convaincre, on ne peut pas convaincre. Il faut laisser faire, et puis ils font. Ils font leurs expériences, puis après ils disent « Ah ben oui, tu avais raison ou pas. » Voilà. C'est comme ça que ça marche. Sinon on s'épuise, hein. Sinon on s'épuise. On s'épuise pour rien. On perd de la force pour rien. Notre force, il faut la garder le jour où ça sera utile. Il y a un moment qui va arriver, peut-être, où il va falloir dégager, il va falloir se mobiliser. Peut-être, c'est pas exclu. Il va peut-être avoir un moment où il y aura une fenêtre d'action, et là on le sentira, ça sera évident pour nous. Pour l'instant, non. Là, pour l'instant, il y a une inertie globale, une léthargie globale. Bah, tu laisses les gens dormir comme ça. Ils veulent dormir, tu les laisses dormir. Ils verront bien quand ils se réveilleront. Ils verront bien. De toute façon, ils vont le voir. On va avoir. Les choses vont finir par se... Il y a des manifestations comme ça qui vont arriver. Bah, déjà, les parents qui ont leurs enfants qui sont assassinés, bon, eux, ils sont touchés. Vous voyez ? Et leur gosse, il est mort. Bah, si on était dans une autre société, ça serait pas mort. Alors peut-être qu'un jour, ils se diront, bah, peut-être que si on avait opté pour un autre type de société, un autre type d'éducation, qu'on avait fait d'autres choix, qu'on n'avait pas élu ces gens-là, bah, peut-être que notre enfant serait toujours vivant. Ça a des conséquences, le vote. Ça a des conséquences, la léthargie. Ça a des conséquences de regarder passer le train sans agir. Il faut que toute la population comprenne que ce confort illusoire qu'est la léthargie, la non-action, ça les condamne à mort, ça les condamne à crever et à mourir et à en baver. Mais il faut qu'ils comprennent. Mais nous, on ne peut pas leur dire. On ne peut pas leur dire parce que ils nous prennent pour des fous, ils nous prennent pour des complotistes, ils nous accusent d'être fascistes, je ne sais quoi. Donc, il faut les laisser faire. Et eux-mêmes vont progressivement finiront par soit disparaître à cause de leur ignorance et leur bêtise, ou seront confrontés à ça. Alors oui, pour l'instant, on peut pas, si vous voulez, se rendre malade pour les autres qui ne veulent pas voir les choses, qui ne veulent pas comprendre, qui ont décidé de vivre au jour le jour sans prendre attention à tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Après, vous bousillez pour rien. Pour ça que je dis, il y a une attitude à adopter. Et puis, vous faites pas d'illusions. De toute façon, dans le camp, entre guillemets, des résistants, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans le camp des résistants, il y en a beaucoup qui gagnent leur fric grâce à l'angoisse qu'ils suscitent chez les gens. C'est leur boutique, c'est leur fonds de commerce. Alors, ils vont en rajouter pour que vous leur donniez votre argent. Voilà. Et ils vivent de ça. Ils en vivent matériellement, j'entends. Il y en a plein aussi sur le net qui font ça. Alors ils alimentent des trucs. Et puis, vous faites un don, vous payez. Puis le mec, voilà quoi. Non, il en vit.
Donc il touche là où ça marche. Il appuie sur le bouton, allez. C'est la machine à billets. Donc, ne vous faites pas avoir. Vous faites pas manipuler. Il y en a beaucoup qui manipulent. Voilà. Et donc ben, moi je pense qu'on doit être patient. Voilà. Et puis continuer à vivre, je dirais, tranquillement. On arrête de trop se prendre la tête parce que voilà. Vous voyez, j'ai fait une vidéo sur le vaccin ARN messager pour les animaux. Je me suis dit, waouh, j'ai fait une vidéo, je me suis dit, ça va être l'affaire du siècle, ça va être diffusé partout, il va y avoir des gens qui vont se soulever, qui vont réagir. Non. T'as beau avoir un directeur du CNRS de recherche en biologie moléculaire, enfin un truc vraiment capé, le mec, qui te dit que tu vas bouffer de la merde, que ça va te rendre malade, que ça va t'apporter Parkinson, que ça va t'apporter des cancers et que ça va avoir des conséquences aussi sur Alzheimer, que tu vas devenir Alzheimer, tu vas plus avoir ta tête avec ce que tu bouffes, parce que dans l'ARN messager, il y a de la saloperie. Il te le dit. Et tu peux pas dire que c'est un complotiste, tu peux pas dire que c'est que comme Montagnier, que c'est un sénile. Le mec, il a une 60aine d'années. Il a encore toutes ses capacités mentales et intellectuelles. Il a encore une équipe. Personne, pas une personne, n'est venu contredire ses propos. À son niveau, je parle, un scientifique. Apporter la controverse, non? Non, non. Vous avez des petits syndicats qui disent... en plus, la confédération rurale qui dit comme ça, bah non, il faut les vacciner. Ils sont bien ces vaccins finalement. Alors, quand tu vois cette montagne de conneries, quand tu vois que même les paysans, parmi les paysans, il y en a qui sont pour vacciner leurs animaux avec du poison, tu te dis, à quoi ça sert? Tu t'emmerdes à faire des vidéos pour alerter. À quoi ça sert? Puisque de toute façon, ils sont bornés, il n'y a rien à faire, ils ne veulent pas comprendre. Et le consommateur, il n'en a rien à battre. Continue. Certains se sont fait picouser, certains ont des effets secondaires, mais ils n'arrivent pas à faire le lien avec les animaux. Ils ne comprennent pas que ça va continuer avec les animaux. Donc, à quoi ça sert? Si ça ne bouge pas, s'il y a une inertie totale et que les gens ne bougent pas, que la profession ne bouge pas, que ce n'est pas relayé par les médias et tout ça, ça devrait être relayé par tous les youtubeurs, ça devrait faire un scandale, ça devrait être une bombe, non? Non, parce que le youtubeur qui veut alerter, il dit ça c'est pas un bon produit, ça. Pourtant, c'est notre santé, c'est important. On est en train de vous foutre du poison dans votre assiette, mais là, objectivement, hein, et on y assiste. Mais vous avez beaucoup entendu parler, là? Vous en entendez encore parler? Non, c'est fini. C'est plus d'actualité. Pourtant, ça va se répandre partout. Mais il n'y a rien, il n'y a pas un politicien qui s'est saisi de ça, ou tout au moins, on retrouve peut-être Dupont-Aignan, peut-être que Philippot va en parler, mais ils sont tellement sur différents sujets, ils passent de coq à l'âne que de toute façon, c'est noyé. Et puis, alors vous voyez, voilà le truc. Alors moi, quand j'ai vu ça, ça m'a rendu malade. Je me suis dit, oh là là, ça y est. Quand j'ai entendu le massacre, là, je dis, waouh, on va tous être flingués par ça. Bah, ils veulent mourir, les gens, bah laissons-les mourir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sert à rien de faire des vidéos. On voit que ça sert à rien. On voit que ça sert strictement à rien.
d'alerter les gens sur ces questions-là, parce que de toute façon, mes vidéos sont vues, mais je parle pour moi, mais je parle pour les autres youtubeurs aussi qui parlent de ces choses-là, de toute façon, ils sont vus par des gens convaincus. Mais ils ne sont jamais vus, nos vidéos, par des gens qui sont pas du tout convaincus, tout de moins qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc on convainc les mêmes, mais ça ne sert à rien de convaincre des gens déjà convaincus. Donc pourquoi se morfondre encore plus, je dirais? Pourquoi? Bah, ça ne sert à rien. Pourquoi se morfondre? Puisque de toute façon, on n'aide pas les autres, et nous, ça ne nous aide pas non plus, parce qu'on n'y peut rien. Oui, on va plus manger de canard, mais après, ça va être les poulets. On va plus manger de poulet. Puis après, ça va être les œufs. On va plus manger d'œufs. Puis après, ça va être le veau. On va plus manger de veau. Puis après, c'est toute la viande. On va plus manger de viande. Mais oui, mais c'est dans les légumes aussi. On va plus manger de légumes. Donc, parce que ça va être partout. On retrouve ça dans les salades. On va retrouver ça dans tous les fruits, tout ça. Donc, en fait, c'est infernal. Là, cette fois-ci, on est coincé. Donc, du coup, bah... Voilà, bon, bah alors je me dis, ben, on va faire comme si de rien n'était, on va continuer, puis on verra bien. Puis soit on est malade, soit on passe à travers les gouttes, soit on n'y passe pas, mais là on n'a plus le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ça sert à rien pour l'instant. Il n'y a pas de, on n'est pas dans une séquence où l'opinion est en position d'alerte et disposée à entendre ça. L'opinion n'est pas disposée à entendre ça. La population n'est pas disposée à l'entendre. Donc on va... Donc voilà. Il y a une personne qui arrive, donc je vais laisser passer. Et puis je vais vous laisser. De toute façon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.